Bonjour à tous. Certains d'entre vous me reconnaîtront peut-être, et pour ceux qui ne m'ont jamais vue, je m'appelle Julia Tozello et je fais partie de l'association France DFT depuis à peu près 1 an et demi, que j'ai découvert depuis l'Australie et qui a apporté beaucoup de soutien à ma famille au moment où on a appris et qu'on a eu le diagnostic DFT par rapport à mon papa. Je vais essayer de garder cette vidéo le plus spontanée possible. Du coup, j'ai complètement enlevé mes notes. Alors, je m'excuse si je m'éparpille, mais je vais essayer de suivre les thématiques de la journée. Je vais vous parler du coup de mon papa qui s'appelle Robert, qui est un homme plein de bonté, qui n'a jamais voulu volontairement faire de mal à personne, qui a toujours aimé les gens, qui a aimé les langages, qui a aimé les discussions, la culture, passer du bon temps avec ceux qu'il aime et des personnes qu'il ne connaît pas forcément. C'est très peu de mots pour le décrire, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la façon dont je me rappellerai toujours de mon papa et de ce qu'il a été quand il était pleinement à la totalité de ses capacités neurologiques. Mon père a une femme très aimante et il a 3 enfants, donc moi-même et mes 2 demi-frères issus d'un premier mariage. Il nous a aimés inconditionnellement, ça j'en suis persuadée. Et personnellement, il m'a toujours tirée vers le haut depuis que je suis petite et il m'a vraiment apporté une éducation et une manière de vivre dont je lui suis très reconnaissante aujourd'hui d'avoir. Et pour ne rien vous cacher, j'aimerais que la situation soit différente aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse avoir des discussions comme on avait jadis. J'aimerais qu'on puisse rigoler et partager, qu'il partage sa sagesse de vie et puis toutes les autres choses qu'on pouvait faire quand il avait toutes ses capacités. Mais ce n'est pas la réalité, malheureusement. En réfléchissant sur le thème de la transmission génétique, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait dans notre famille, c'était pas une grosse problématique, dans le sens qu'on avait fait des tests. Mon père a eu des tests de sang à la salpêtrière lors de son hospitalisation et les médecins nous avaient dit qu'il n'y avait pas de caractère héréditaire. Du coup c'est un peu comme si on l'avait mis au placard et ils nous avaient proposé des tests approfondis qu'on avait refusés. Du coup, c'est vrai que dans mon cas, ce côté purement génétique, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Et je sais que ça aurait pu beaucoup rajouter de stress à chacun d'entre nous si ça avait été le cas. Ça n'empêche que je me suis toujours dit, je ne veux pas que ça se transmette à mes descendants, aux descendants de mes frères, aux petits-enfants de la famille. Et en fait, avec ça dans la tête, j'ai commencé à entreprendre un travail en transgénérationnel. Je sais que transgénérationnel ne résonne pas forcément avec tout le monde, mais j'ai vraiment ressenti une résonance avec moi et j'ai commencé un travail en fait d'investigation dans mon arbre généalogique pour essayer, pour un jour peut-être arriver à éradiquer ces schémas qui se reproduisent. Et quand je parle de schémas, je parle de problématiques de vie, problèmes de santé qui vont se répéter à travers les générations. Et surtout parce que je trouve que dans ce travail, je suis un pas de plus vers peut-être une réponse à toutes ces questions, toutes les questions que la DFT me font me poser, du style pourquoi ça lui arrive et pourquoi ça lui est tombé dessus et comment ça se fait que c'est lui qui le vit. Et du coup, c'est vrai que c'est un travail qui prend du temps, mais que j'entreprends et que je continuerai d'entreprendre pour un jour peut-être avoir des réponses. Étant donné que je trouve que je n'ai pas forcément une grosse valeur ajoutée à ce niveau-là, j'aimerais aborder le thème suivant, celui des enfants. Moi-même, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai mes 2 frères qui ont 2 enfants chacun. Et c'est vrai que les enfants des enfants vis-à-vis du malade, du grand-parent malade de DFT, il est au cœur du sujet dans notre famille. Donc j'en ai parlé à ma mère récemment, quand je lui disais que vous alliez en parler aujourd'hui à Parlons DFT. Et elle a eu pas mal de choses
qu'elle a voulu me partager et que donc je vous repartage aujourd'hui. Ma maman, elle s'occupe des 2 enfants de mon grand frère Jérôme, une fois par semaine. Et elle a souvent expliqué aux petits, qui sont donc les aînés des enfants de mes frères, que Nono, donc le nom de mon papa, pour les enfants, et ben, qu'il avait une maladie et que c'était à cause de ça qu'il n'était pas forcément lui-même et qu'il ne pouvait pas s'exprimer, qu'il avait des comportements parfois bizarres. Et c'est vrai que les enfants, on a ressenti qu'ils comprenaient, même si c'est vrai qu'on sent que ça les perturbe. Ça les perturbe. Et Gianni, par exemple, pose souvent la question à ma mère, mais est-ce que Nono, un jour, il reparlera? Ma mère, elle lui répond, ben, tu sais, si un jour ils arrivent à trouver un médicament, et ben, peut-être qu'à ce moment-là, il pourra reparler et il pourra être pleinement dans votre vie. Et c'est vrai qu'au niveau des enfants, c'est un sujet qu'on peut aborder nous, dans notre génération. C'est vrai qu'on peut être ceux qui vont essayer de leur faire comprendre parce que l'éducation peut commencer avec eux. Et nous, on peut vraiment mettre la pierre à l'édifice pour leur faire comprendre et puis faire évoluer les relations intergénérationnelles, justement. Et sur ce, j'ai mon frère qui a accepté de vous partager du coup son ressenti et celui de ses enfants. Et du coup, je vais mettre la petite vidéo qu'il nous a gentiment préparée pour vous aujourd'hui sur ce que vivent ses enfants et ce que lui il ressent de cette relation qu'ils ont élaborée. Alors David, quel âge ont tes enfants? Alors ici à droite, Yovan a 5 ans et demi et Dario a 2 ans et demi. Ok. Comment expliques-tu aux petits-enfants la maladie et le comportement de Nono? Alors on leur expliquait que Nono avait une maladie rare qui l'empêchait en fait de parler, de pouvoir communiquer, de s'exprimer. Il l'empêchait aussi de pouvoir manger normalement. Et que c'était une maladie voilà, qui l'empêchait de faire tout ça. C'est pour ça qu'il n'avait aucune réaction et aucune expression sur son visage aussi. Et toi, Yovan, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Nono et que tu es à côté de lui? C'est probable que, en fait, je sais pas. Et toi, Dario, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Nono? Est-ce que tu as peur? Peur. Tu as un peu peur de Nono? Et toi, Yovan, est-ce que tu as un peu peur de Nono? Pas. T'as pas peur, toi? T'as pas peur de Nono? Pas. T'avais peur au début, maintenant t'as compris que Nono il était comme ça, t'as plus peur de Nono? Oui. Hein? Oui. Maintenant t'as compris? Et tu te poses des questions, pourquoi il est comme ça? Oui. Je sais pas. C'est arrivé plusieurs fois que tu poses la question de savoir pourquoi Nono il pouvait pas répondre et pourquoi il souriait pas Nono. Tu m'as déjà posé la question. Et j'ai répondu que c'est parce que c'était sa maladie qui était comme ça. Et qu'on n'arrivait pas à trouver la solution quoi, pour le guérir. Et toi, David, qu'est-ce que tu perçois avec les petits? Comment ils le vivent selon toi? Ben, Dario, il en a quand même peur. Il en a quand même peur du fait qu'il n'ait pas d'expression. Il n'ait pas d'expression quoi. Et quand en général on mange tous ensemble, et ben, il mange un peu comme un bébé Nono. Donc du coup ça lui fait un peu bizarre. Mais Yovan, lui il en a pas peur. Il a compris que Nono était comme ça. Mais il te pose des questions? Oui, bien sûr, il pose des questions. Savoir pourquoi il est comme ça. On a déjà posé la question plusieurs fois, il ne comprend pas. C'est compliqué à comprendre pour eux. Une maladie, ça peut faire ça, quoi. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de les faire rentrer encore un petit peu plus en lien avec Nono? Je pense qu'il faudrait déjà qu'ils se voient plus souvent. Et peut-être faire des petits jeux avec lui, des jeux sensoriels ou je sais pas, des petites activités simples, mais des activités avec Nono quoi. Faire participer Nono. Ok, et bien on te remercie. À bientôt, au revoir. À bientôt les enfants. Le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le point de l'enfant aidant et quelle est vraiment sa place, quelle est la place de l'enfant
il devient aidant et quelle est en fait cette place qu'on cherche dans la nouvelle dynamique que crée cette maladie dans nos cadres familial en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup eu de questions et ces questions je vais vous les partager. Ce sont des questions comme mais à quel moment mon rôle d'enfant a-t-il basculé dans celui de l'aidant? Quelle est ma nouvelle place dans ce cercle familial? Est-ce que je peux vraiment aider un maximum tout en continuant mon propre chemin de vie? Et donc c'est là où je vais vous amener aujourd'hui. Avant tout, je voulais juste préciser que ma mère est l'aidant principal de mon papa. C'est elle qui prend toutes les décisions pour son couple et pour lui. Elle est le tuteur légal de mon père en plus de ses innombrables casquettes de mère, épouse, sœur, amie, maman. Et du coup, c'est vraiment elle que je remercie pour tout ce qu'elle fait en fait. Parce que c'est plus qu'un travail, c'est devenu sa mission de vie en fait. Du coup, de mon côté, le rôle d'aidant on va dire, limite à vraiment une aide physique, une aide émotionnelle et affective que je peux apporter à ma maman pour la soulager de temps en temps et pour qu'elle puisse faire des choses un peu toute seule parce que c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps à ses côtés tous les jours, ce qui parfois est très épuisant. Alors j'ai déménagé en France en 2018, après cette année en Australie, et je suis venue habiter à Antibes, là où mes parents habitent depuis quelques années. Au début, mon but principal, en revenant ici, c'était vraiment de reconnecter avec ma famille, de pouvoir passer le plus de temps possible auprès de mon papa, de pouvoir les aider, et dans ces épreuves que la DFT nous force de vivre, voilà. Et depuis que je suis à Antibes, je me suis quand même beaucoup remise en question sur mais qu'est-ce que je fais, quelle est ma partie d'aide réellement dans ma famille. Je me suis posé des questions comme est-ce que je suis trop égoïste, est-ce que je devrais passer plus de temps de manière hebdomadaire, quotidienne avec eux, est-ce que je devrais passer plus de temps à faire des activités avec mon père, que ce soit la marche, par des jeux, par des visites, des activités tout simplement. Et est-ce que ça va faire une différence ce que je fais? Et est-ce que je vais réussir à jongler ma propre vie, celle avec mon copain, et puis cette nouvelle vie, cette nouvelle dynamique qui se passe avec ma famille? Bref, c'était les questions qui ont trotté dans ma tête. Et il y a eu beaucoup de culpabilité qui m'a envahie, de même que ce sentiment d'impuissance où je me disais mais qu'est-ce que je peux faire? Puis petit à petit, surtout récemment, j'ai commencé à pas lâcher prise mais presque, et à réfléchir et à me dire mais sois juste présente, tu es là, tu peux être là pour ta famille quand tu peux, quand tu en as l'envie, quand tu en as l'énergie. Ah bien sûr, ça veut pas dire que je suis devenue insensible, pas du tout, loin de là. Il y a des moments où je craque et j'ai besoin de ressentir. Ça c'est sûr, on est tous humains, on a tous ces émotions qu'on garde. Mais vraiment, j'essaye de faire un travail sur moi et d'apprécier tous ces petits moments en fait, qui sont des moments encore précieux. De sa vie actuelle, il peut encore manger du coup. Par exemple, l'aider à s'habiller, l'aider à le faire manger, l'aider à le faire tenir debout, à l'amener à la voiture, à s'asseoir à la voiture. Ce sont des petits moments où j'ai appris à rester connectée et ce sont encore des moyens pour moi où je peux communiquer avec lui. Et j'ai l'impression de pouvoir lui rendre, même si c'est vraiment une minime part de ce qui m'a apporté dans ma vie, mais c'est ma façon à moi en fait, c'est à mon échelle que je suis un peu plus en paix avec cette relation d'aidant, ce costume d'aidant que je porte de temps en temps. Voilà, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon témoignage, celui de mon frère et celui que j'ai partagé de ma maman. Et j'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui. C'est avec regret que je vous envoie uniquement cette vidéo de mon petit canapé à Antibes. En tout cas, je suis avec le cœur avec vous. Je vous envoie énormément d'ondes positives et j'espère que cette journée vous apportera beaucoup à vous tous. Et encore merci aux organisateurs pour avoir fait en sorte que cette journée puisse se produire. Merci.